Aujourd'hui, on va fêter la science et Isabelle, et donc je dois vous parler, vous faire une rétrospective de son histoire. Alors Isabelle a déjà un passé difficile parce que sa mère, Janine, qui est là, vient de Montoire. Alors Montoire, c'est un peu charmante petite ville de Touraine, mais qui est surtout célèbre pour une poignée de main qui a amené la France dans une situation compliquée. Donc voilà, c'est le premier héritage difficile d'Isabelle. De l'autre côté, alors son père vient d'un charmant petit village corse qui s'appelle Saridorcino. Mais c'est aussi un village qui a posé des problèmes politiques compliqués. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai connu Isabelle, la première fois qu'il y a eu des élections, elle m'a expliqué que le maire avait voté pour elle sans qu'elle ait besoin de faire de papier. Je lui ai dit que c'était pas comme ça qu'on faisait normalement dans une démocratie. Elle m'a expliqué que les pinsoutes ne comprenaient rien à la façon dont fonctionnait la démocratie corse. Et que j'ai compris qu'il valait mieux pas continuer cette discussion. Donc voilà. Ça fait que les idées d'Isabelle étaient parfois un peu curieuses, évidemment. Et en plus, sur le plan de sa culture littéraire, ça a été un peu compliqué puisqu'elle aimait raconter qu'elle est passée directement du Club des 5 à la nausée, ce qui, évidemment, laisse quelques trous dans la culture classique française littéraire. Voilà. Donc, ça ne l'a pas empêché quand même d'arriver en prépa à Lyon. Et donc, voilà une image que j'ai eu la chance de recevoir il n'y a pas longtemps. Et alors, vous pouvez reconnaître Isabelle au premier rang, mais vous pouvez aussi chercher dans l'ombre, au troisième rang, un personnage qui ressortira beaucoup plus tard. Mais où est donc Eric? Vous voulez vraiment que je vous le montre ou vous le trouverez quand même? Ben, enfin, il est là, quoi. Enfin, vous voyez pas? Enfin, il est aussi dans la salle, vous pouvez comparer. Voilà. Et grâce à ses études, donc, elle va pouvoir entrer à l'Institut national agronomique Paris-Grignon. Elle arrive, il y a donc exactement 40 ans, en 1977, à Grignon, un charmant endroit aussi, où elle va voilà, démarrer ses études d'agronomie. Et elle va, entre autres, suivre les cours de génétique de Georges Valderon. Alors, j'en profite pour vous montrer trois personnes. Georges Valderon, Thaler, on en reparlera tout à l'heure, et Philippe Faure, qui lui aussi a un peu perdu des cheveux, comme moi. Bon. Et Georges Valderon, qui donnait des cours de génétique avec une assistante qu'Isabelle n'appréciait pas beaucoup. Alors, un jour, Philippe est venu dans le bureau où j'étais avec Valderon et nous a demandé s'il pourrait faire sa troisième année avec nous en génétique. Et moi, j'étais très content. Et je dis oui, oui, bien sûr. Et seulement, Philippe a eu une drôle d'idée, il est venu avec Isabelle. Et quand il est ressorti de là, Valderon m'a dit, dites, ouais, c'est vachement bien qu'il vienne lui, mais la fille, ça serait vachement bien aussi. Parce que je l'ai en cours, moi, et je voudrais vraiment qu'on l'apprenne. J'ai demandé à Isabelle si elle voulait bien faire de la génétique, elle m'a répondu qu'il n'en était pas question. Parce qu'elle ne supportait pas l'assistante en question et qu'elle ne voulait jamais avoir affaire avec elle dans son avenir. Donc, elle est partie faire de la protection des cultures et travailler sur les petites bêtes qui mangent les plantes, de manière à soigner les plantes. Tout compte fait, ce n'est pas ça qu'elle va faire. Elle était à l'INRA à Antibes. Je passe sur cet épisode où elle a modélisé les interactions entre Ancarcia et les alerodes, les petites bouches blanches qu'il y a dans les serres, pour faire de la lutte biologique contre les alerodes. Et malheureusement pour elle, l'INRA n'a pas voulu d'elle, enfin peut-être heureusement pour elle au fond, à ce moment-là en zoologie. Moi j'avais des rapports avec le CSIRO à Montpellier, donc le Commonwealth Scientific International Research Organization, qui est l'organisme qui gère la recherche dans les pays de l'ancien Commonwealth. Et à Montpellier, ils avaient une antenne parce que comme il y a plein de plantes méditerranéennes qui envahissent l'Australie, ils venaient chercher les agents qui attaquaient ces plantes ici pour aller les amener en Australie faire de la lutte biologique. Et ils cherchaient quelqu'un, alors c'était en particulier Tony Webster, qui avait travaillé sur les chondriles et qui avait réussi d'ailleurs à se débarrasser de quelques clones de chondriles envahissants grâce à des rouilles. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper des chardons à petits capitules. Et donc, je leur ai proposé Isabelle, ils l'ont prise dans leur labo de Montpellier. Mais on travaillait vraiment en relation entre le CSIRO et puis le CEP, à l'époque, Centre d'études phytosociologiques et écologiques Louis Amberger, dont vous pouvez encore admirer la plaque à l'entrée du CEF.
Alors, c'est Valderon qui a dirigé sa thèse de docteur ingénieur à Delagro. Et on va travailler, entre autres, on va avoir 2 stations d'études très importantes pour les chardons. L'une, voilà, ouais, maintenant vous pouvez voir la version actuelle d'Éric. Une des stations se trouvait ici, aujourd'hui, maintenant c'est un parking. Vous ne pourrez pas l'admirer. L'autre était, voilà, ça avait cette tête-là. Hein. Et l'autre était dans l'accro. Et donc on étudiait deux espèces, Cardius tenuiflorus et Cardius pycnocephalus. Et on ne savait pas trop comment aborder le problème. On a décidé de suivre les préceptes du grand patron de la biologie végétale de l'époque, qui s'appelait John Harper. Et John Harper, dans Population Biology of Plants, qui était la Bible de tous les écologistes végétaux de l'époque, proposait de faire de la démographie très précise en regardant les plantes qui germent, comment elles se font bouffer, comment elles meurent, comment elles arrivent à l'âge adulte, comment elles se reproduisent. Et donc Isabelle va passer des heures dans ces populations de chardons, vous ne le voyez peut-être pas, mais ça c'est un chardon là, à étudier la démographie de ces plantes et aussi leur reproduction. Alors ça veut dire donc regarder les plantules qui germent, etc., regarder comment ça meurt, regarder les fleurs. Et en regardant les fleurs, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses intéressantes parce que c'est des capitules qui ont des fleurs à l'extérieur et des fleurs à l'intérieur. Les fleurs à l'extérieur fleurissent avant les fleurs à l'extérieur fleurissent avant les fleurs à l'intérieur. Elles font d'abord le pollen et ensuite les stigmates. Donc, vous voyez, là, on est à un stade de la fleur où ces fleurs-là ont déjà plus leur pollen, mais elles ont les stigmates qui sont prêts à recevoir du pollen. Et les fleurs internes, eh bien, elles ont du pollen et les stigmates ne sont pas encore sortis. Conséquence, lorsqu'un insecte va se poser sur cette fleur, il va pouvoir mettre le pollen de ces fleurs-là sur celle-là, et donc les fleurs externes vont être plus autofécondées que les fleurs internes. Pour prouver ça, et alors ça a une importance parce que les fleurs internes et les fleurs externes ne produisent pas les mêmes sortes de graines. Les graines externes sont non dispersées, elles restent dans le capitule, elles tombent avec le capitule. Les fleurs internes sont extraites du capitule par cette aigrette et vont s'envoler. Donc on a tout un syndrome différent de fonctionnement des 2 sortes de graines. Et on va pouvoir montrer ça grâce à de la poudre fluorescente, des travaux de nuit. Donc on met de la poudre fluorescente sur le pollen pendant une nuit. On revient la nuit d'après avec une lampe à UV et on va pouvoir voir que le pollen, effectivement, des fleurs internes est allé se mettre sur les fleurs externes ou sur d'autres fleurs dans la même population. Et donc, on peut suivre le trajet comme ça des pollinisateurs. C'était assez amusant. Et puis, ça va donner des résultats qui seront donc publiés nettement plus tard, donc en 83, puisque tout ça, ça se passait en 80, 81, voilà. Et voilà, ça c'est un premier point, donc le système de reproduction. Hein. Et puis donc Isabelle, bien sûr, va, alors je vais en parler très rapidement puisque Yanis développera ça tout à l'heure, mais Isabelle va développer toutes les questions de relation entre les plantes et les insectes qui peuvent détruire ces plantes et qui donc pourraient devenir des agents intéressants pour les Australiens. Voilà, bon, je vous passe ça, et pas seulement les insectes, mais aussi les rouilles, puisque c'était ça le grand succès du CSIRO, c'était d'avoir utilisé des rouilles pour se débarrasser des plantes gênantes. Voilà, ça aussi, ça donnera naissance à un article un peu plus tard. Et puis, donc, en 82, Isabelle soutiendra sa thèse de docteur ingénieur à l'agro, donc, avec un titre qui était La biologie de population de 2 espèces de Cardius, application à la lutte intégrée, à la lutte biologique, pardon. Et ensuite, elle va partir en postdoc. Alors, le postdoc, elle a la chance, c'est le ministère des Affaires étrangères qui donnait des bourses. Elle avait demandé à partir en Australie, mais il fallait absolument mettre 2 propositions. Elle avait donc demandé l'Australie pour pouvoir continuer avec le CSIRO, et puis la fac de Stanford qui l'acceptait. Et j'étais en contact direct constant avec le gars qui s'occupait de ces histoires de bourses, parce que j'avais tout le temps des étudiants à lui envoyer. Il m'a téléphoné en me disant votre étudiante a l'air très bien. Il n'est pas question qu'on l'envoie dans un petit labo merdique en Australie. Je veux qu'elle aille dans une grande fac parce que j'espère qu'elle aura une grande carrière. Et que cet homme avait un peu de nez. Hein. Et donc, je veux qu'elle aille dans le meilleur endroit possible. Elle va aller à Stanford. Et le ministère nous a donné une bourse pour qu'elle aille à Stanford. Et donc, Paul Ehrlich va l'accueillir dans son laboratoire. Et Paul Ehrlich, c'était vraiment une célébrité à l'époque. C'était l'homme qui avait lancé un truc qui s'appelait le Zero Population Growth. Donc, parmi les écologistes américains, c'était l'homme qui se battait contre la démographie galopante de l'espèce humaine.
Il était tellement célèbre qu'il avait beaucoup d'amis à Stanford ou à côté, à Palo Alto, le bled qui se trouve à côté de Stanford. Ça a été avantageux parce que parmi ses amis, il y avait la famille d'un vieil industriel qui s'était fait plein de fric en faisant des conserves de poissons. Et du coup, et puis c'était un baba cool de la mort des années 80. Il avait fabriqué une maison assez géniale avec un petit poêle dans lequel on pouvait mettre du cannabis avec des tuyaux pour que les vapeurs aillent dans toutes les pièces de la maison. Bon, il était mort, hein, mais sa femme était toujours là et elle cherchait à vendre la maison. Du coup, la maison était inoccupée et donc Isabelle a pu occuper cette maison pendant 1 an. C'était assez cool. Il y avait une piscine, hot tub, etc. en plus. Voilà. Et puis surtout, donc Stanford, Stanford dispose d'un terrain d'expérimentation à côté, en Californie, dans la garrigue californienne qui s'appelle le Chaparral. Hein. Ça, donc, c'est Ehrlich qui est en train de faire des démonstrations là-dedans. Et donc Stanford, je connaissais un peu parce qu'on avait déjà eu une réunion avec Al Mooney. C'était un endroit où on faisait la fête aussi. Hein. Ça, c'est Terry Chapin en train de jouer du violon pour ceux qui connaissent un peu l'écologie, ce genre de choses. Et donc on avait eu une réunion avec des Français. Alors j'en profite pour vous montrer Michel Gaudron, on le reverra, qui dirigera la thèse d'état d'Isabelle. Ça, c'est Bernard Saugier, pour ceux qui l'ont connu ici ou ailleurs. Et Gaudron, c'était un drôle de gars. Il était directeur du CEP, donc l'ancêtre du CEF, et avec Richard Foreman, qui est là, ils avaient fait un livre qui s'appelle L'écologie du paysage, et c'était vraiment les tout débuts de l'écologie du paysage. Gaudron, alors ça réussira beaucoup à Foreman, qui va devenir le père de l'écologie du paysage américaine, qui va être embauché. Vous voyez, maintenant, on voit que c'est un prof de Harvard tout à fait respectable. Gaudron, lui, il s'est fait virer du CEP, hein, pour diverses raisons, on ne discutera pas ici, mais en tout cas, ils n'ont pas eu la même carrière tous les deux. Gaudron s'est retrouvé à l'Institut de botanique et il a fini tranquillement sa carrière là. Et d'ailleurs, il continue à écrire des livres, je le vois régulièrement. Parce que, en fait, Gaudron, je dois vous dire une chose, c'est qu'il a considérablement influencé, il m'a considérablement influencé, il a sûrement considérablement influencé Isabelle aussi, puisque ces 2 sujets majeurs, ça a été le paysage et l'information. Il développait des modèles d'information pour comprendre les paysages et l'écologie des plantes. Voilà, Isabelle va donc faire des manips à Stanford, et je vais la rejoindre d'ailleurs pour en faire un certain nombre avec elle. Une des questions qu'on se posait, c'était quelle était la proportion de graines dispersées et non dispersées. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que les graines dispersées étaient allofécondées et pas les graines non dispersées? Ça reste un peu mystérieux, ça je dois vous avouer. Tous les modèles de maintien du sexe prédiraient le contraire. Hein, puisque normalement, si vous ne dispersez pas vos graines, les graines qui vont tomber à votre pied, vous avez intérêt à ce qu'elles ne vous ressemblent pas, parce que sinon elles vont attraper vos parasites. Tous les trucs de reine rouge supposent qu'il est intéressant de faire du sexe quand on fait des descendants proches, puisque c'est là qu'il y aurait de danger à faire les mêmes que soi. Alors que quand on disperse, au fond, on s'en fout de faire du sexe ou pas. Hein. Les chardons, ils font le contraire de ce que dit la théorie. C'est donc sûrement les chardons qu'on tord, mais on n'a toujours pas bien compris pourquoi ils faisaient ça. Le deuxième point, c'est de comprendre comment évoluait la proportion des différents types de graines. Et là, on va faire des manips dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, on en a aussi profité quand même pour visiter des paysages grandioses. Hein. Ça, c'est le Archie's Park dans l'Utah. Vous reconnaissez Isabelle, là? Ouais. Et voilà, avec un peu d'escalade, etc. La Californie, c'est un endroit où on rencontre des tas de gens exceptionnels. Et Isabelle en a profité, effectivement, pour faire la connaissance, entre autres, là, je ne sais pas si vous reconnaissez John Maynard Smith, Herbert Baker et Ledyard Stebbins, en train de se balader dans la garrigue. C'est une photo historique hein, aussi. Et donc, voilà, Isabelle va avancer ses idées et on va s'intéresser aux questions de paysage. On va regarder les chardons dans un paysage. À l'époque, on n'appelait pas encore ça une métapopulation. Hein. Il faudra attendre l'arrivée de Yanis, en fait, pour que... Désolé Yanis, il n'y avait que celle-là sur le web, j'en avais pas d'autres. Et on arrivera à cet article final dont on reparlera cet après-midi, je n'y reviens pas. Je ne parle pas non plus de la lettre que Mayer nous a envoyée à cette occasion. Et d'autres. Alors Isabelle, à partir de là, va pouvoir chercher du boulot. Elle va se présenter à un poste d'enseignant-chercheur à l'agro. Il y avait un poste d'assistant d'écologie qui était ouvert. Elle se présente au concours et la première épreuve, reconnaissance de plantes. Je vois que vous la connaissez. Donc,
Elle a écrit un petit mot disant je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à essayer d'entrer dans une école qui recrute ses enseignants sur des critères aussi stupides. Et puis elle est partie. C'était drôle parce qu'après j'en ai discuté avec des collègues qui étaient dans le jury et il y en a qui me disent oh, quand même, c'était pas méchant, il y avait une matricaire à reconnaître. Je lui dis c'est vrai, c'est pas compliqué une matricaire à reconnaître. Écris-moi les équations de Lotka-Volterra là maintenant. Évidemment, il n'en avait pas la moindre idée. Je lui dis tu vois, voilà, chacun d'entre nous peut, sur des questions comme ça, barrer la route à n'importe qui. En profitant du fait qu'il a une spécialité, qu'il pense que lui c'est simple et que les autres doivent le savoir aussi. Donc voilà. Donc elle a arrêté ça. Et là, Valderon, alors Valderon, les rapports entre Valderon et Isabelle, j'y reviendrai pas longuement, ils ont été assez divers et compliqués. Il y a eu des moments très très cordiaux entre eux, il y a eu des moments plus difficiles. Bon, mais en tout cas à ce moment-là, il a encore joué un rôle très important. Valderon était mal vu à l'INRA, comme moi aujourd'hui, vous voyez en gros. Et donc, nos étudiants n'avaient pas d'ouverture sur l'INRA normalement. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, l'INRA était coincé. Parce qu'ils avaient obtenu un poste pour travailler sur les luzernes méditerranéennes au domaine de Melgueil, à Moggio, et ils ne trouvaient pas de candidat. Et donc, en désespoir de cause, ils ont fini par appeler Valderon, qui m'a dit voilà, j'ai reçu cet appel de l'INRA, on va présenter Isabelle là-dessus. Je lui ai dit vous croyez Isabelle sur les luzernes annuelles à l'INRA Il m'a dit oui, ça va aller très bien. Et il a eu raison. Donc Isabelle, en 84, entre à l'INRA de Moggio. C'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Comment? Ah ouais, ben voilà. Et donc à l'INRA, elle va travailler effectivement sur les luzernes annuelles, enfin sur les luzernes méditerranéennes qui sont pour la plupart annuelles, et ça va l'amener à se poser la question pourquoi est-ce que les luzernes méditerranéennes sont si souvent annuelles et les luzernes du Nord sont souvent pérennes? Qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui fait la différence de cycle de vie entre les organismes? Pourquoi est-ce qu'il y a de la sénescence? Et commencer à regarder, en fait, ce qu'elle avait déjà commencé à faire avec les chardons, il essayer d'intégrer des questions évolutives et des questions démographiques. Et la génétique et la démographie, ça a été une espèce d'obsession pour elle de se dire c'est quand même. Et c'est vrai que c'est un problème idiot, mais en génétique, quand on fait des modèles de génétique des populations, on pourrait dire voilà, j'ai 2 sortes d'individus ou 3, etc., avec des gènes différents, et je vais regarder l'évolution des effectifs de ces 3 sortes. Ça serait à la fois génétique et écologique et démographique. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On fait la somme du nombre d'individus, on dit ça c'est N, nombre d'individus de la population, et ça c'est pour les démographes, on ne s'en occupe plus. Et nous, on va regarder que les proportions. Donc la génétique regarde les proportions sans regarder les effectifs, et la démographie regarde les effectifs sans regarder la composition. Et du coup, évidemment, les deux sont hémiplégiques en quelque sorte. Il manque un bout à chaque fois. Et donc, une des obsessions d'Isabelle, ça va être d'essayer de remettre ensemble de la génétique et de la démographie dans ces modèles. Bon, c'est une époque où on va beaucoup se promener. Il y a un groupe d'amis proches. Je n'ai pas trouvé de photo où tout le monde était là, mais bon, Denis, on le reconnaît bien, lui, en revanche, Myriam aussi. Puis les autres, voilà. Et en 87, donc, Isabelle passera sa thèse d'État sous la direction de Gaudron. Sélection et optimisation au carrefour de la génétique, de la démographie et de l'écologie. Et donc ça sera effectivement un corpus important pour elle de remettre de la démographie, de la génétique et de l'écologie dans une même modélisation. Tout ça sous la direction de Gaudron qui nous parlait de paysages et donc qui nous ont amenés à voir les populations comme des groupes d'individus limités dans le temps. Parce que c'était ça l'idée des paysages, et surtout chez les plantes. C'est vrai que chez les plantes, il est évident pour une plante comme le chardon, parce que je vous ai dit qu'on avait travaillé sur 2 populations, une au Cep, une dans l'Accro. Quand on a décidé de travailler là-dessus, on a pris une voiture et puis on allait se promener. Et on a cherché des chardons. Je vous garantis qu'on peut en faire des kilomètres dans la région sans trouver un seul chardon. À l'époque, il n'y avait pas encore les cartes. Et on se disait, et donc la question qui se posait, c'était effectivement pourquoi est-ce qu'il y a ces graines qui dispersent, ces graines qui ne dispersent pas, et essayer de comprendre un petit peu tout ça. J'y reviendrai cet après-midi, donc je ne développe pas cet après-midi, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais je ne développe pas ça tout de suite. Mais effectivement, ce qui était clair, c'était que les chardons s'établissaient dans des sites dégradés, dans des sites perturbés, et qu'ils ne supportaient pas la compétition, c'est-à-dire que dès que la succession avançait un peu, ces chardons disparaissaient. Et donc, tout compte fait, regarder une population comme si c'était ça l'unité d'évolution, c'était peut-être pas la bonne solution. En pensant paysage et non plus population éternelle, on avait une autre image
du monde, et c'est celle-là donc qu'Isabelle a beaucoup développée avec l'histoire de métapopulation. Voilà, elle a sa thèse d'État, elle va pouvoir essayer de progresser un peu dans sa carrière. Louis Thaler, donc, qui a joué un rôle immense, bien sûr, à Montpellier au niveau national sur le domaine de l'évolution, a eu l'idée de transformer son poste de prof de géologie en poste de prof de biologie. Ce qui n'a pas été bien pris par tous les géologues, mais l'idée pour lui était qu'il fallait que lui succède quelqu'un qui enseignerait la génétique et l'évolution, et pas un géologue. Donc, évidemment, c'est Isabelle qui, en 1993, va pouvoir occuper le poste libéré par Thaler sur l'évolution, côté biologie. Alors voilà, encore une fois, la fac de Montpellier, c'est un drôle d'endroit, il y a un truc devant dont personne n'a jamais compris vraiment si c'était un hot dog avec un donut ou autre chose, mais en tout cas, c'est là qu'elle va devenir prof, qu'elle va enseigner, et elle va enseigner avec une très très grande exigence. Je dois vous dire que quand on comparait nos cours, c'était toujours extrêmement étonnant parce qu'elle racontait en 1 heure ce que je racontais en 4 heures aux mêmes étudiants. Qui plus est, je mettais plein d'images et elle mettait que des équations. Et je lui disais, je plains tes étudiants, mais eux, il y en avait qui se plaignaient, mais il y en avait aussi qui aimaient, et c'est clair qu'Isabelle a suscité des vocations par sa manière d'expliquer les choses, par ses cours, par l'intérêt qu'elle portait à ce qu'elle racontait et l'intérêt qu'elle portait à ses étudiants. Alors, dans le labo, elle va effectivement s'occuper d'étudiants, elle va s'intéresser à ses étudiants, elle va créer une espèce de famille. Et d'ailleurs, elle m'a dédicacé sa thèse de 3e cycle, elle a écrit « Ils vécurent d'heureux et ils eurent beaucoup de petites thèses ». Voilà. Parce qu'Isabelle aimait les enfants. Voilà son petit-neveu, là. Vous reconnaissez Guillaume? Ouais. C'est Nicolas, ça? Je crois que c'est Guillaume. Bon. Et elle les aimait beaucoup, mais elle avait décidé de ne pas en faire. Ça, c'est un point sur lequel on s'était rencontrés tout de suite quand on s'est connus. Et c'est de pas en faire. Et elle a toujours dit que ce n'était pas la peine de faire des enfants quand on était prof, parce que de toute façon, on avait tous les étudiants, ça faisait bien assez comme ça. Et effectivement, donc, elle avait des rapports très maternels avec ses étudiants, très familiaux en tout cas. Et en particulier, je pense qu'on reverra les circonstances dans lesquelles Ophélie est arrivée ici, mais c'était un peu moi qui lui avais envoyé. Et j'ai toujours trouvé extraordinaire quand on était en réunion, donc Isabelle organisait des tas de réunions chez elle, rue de la Garenne, et ensuite rue de Louvain. Mais rue de la Garenne, quand Ophélie était l'étudiante d'Isabelle, je me souviens, quand Ophélie arrivait, ça faisait toujours un petit effet, pour diverses raisons. Et à chaque fois, Isabelle me regardait avec un petit air de fierté. Tu l'as vu, mon étudiante, hein, t'as vu qu'on n'a pas des comme ça, voilà. Donc voilà, et du coup, ça a amené Isabelle à avoir des discussions compliquées. Ophélie m'a raconté qu'en fait, un jour, Isabelle avait soutenu que vendre son corps, c'était au fond pas plus grave que de vendre son cerveau. Et ça, c'était une caractéristique intéressante, je prendrai juste cet exemple-là, d'Isabelle qui aimait pousser la logique à l'extrême, et à des points auxquels, évidemment, on ne pouvait plus la suivre. Et après, elle défendait sa mordicus, et c'était terrible les discussions qu'on pouvait avoir avec elle. Et je pense que ça nous a tous, par moments, bien énervés, mais aussi fait avancer dans notre manière de réfléchir. Donc voilà, c'était un point important, cette rectitude, cette extrêmement dure manière de pousser la logique au bout, qui certainement a été un des éléments du succès d'Isabelle, du succès scientifique d'une part, et puis du succès avec ses étudiants, avec ses collègues, etc. Dans cette époque-là, donc Millard Smith a dit d'Isabelle qu'elle était la 5e colonne de la biologie évolutive française dans le monde anglo-saxon. Hein, la 5e colonne, donc c'est des gens infiltrés. Hein. La France avait un rayonnement indéniable et énorme au niveau international. Les colloques d'Ossois en particulier, les conférences de Jacques Monod réunissaient les plus grands spécialistes. Alors Marc, tu n'es pas sur cette photo? Si, tu y es. Hein. Trouvez Marc Kirkpatrick. Ah, il n'y est pas? Bon. En tout cas, voilà, vous avez John Maynard Smith, vous avez Spencer Barrett, etc. Je ne vais pas vous les détailler, vous avez John Godfrey Hewitt, qui a disparu lui aussi. Et donc, voilà, un très très grand rayonnement, et certainement Isabelle a été
dans la biologie évolutive française, le meilleur ambassadeur qu'on ait eu au niveau international. Il n'y a aucun doute, elle tenait absolument le haut du pavé. Elle a aussi d'ailleurs travaillé avec des biologistes moléculaires, pas que travaillé, mais et effectivement, elle a aussi permis des échanges plus faciles entre la communauté des évolutionnistes et la communauté des biologistes moléculaires. Elle a continué à faire du terrain avec des méthodes et en employant des montures variées. Voilà, tout ça a été donc une vie scientifique extrêmement bien remplie. Tout ça s'est vu au niveau international par le fait qu'elle a fait partie de steering committee de programmes européens, qu'elle a été dans des jurys de recrutement de professeurs à l'étranger, qu'elle a été membre de l'éditorial board de très grandes revues d'évolution, qu'elle a été référée pour des très grandes revues. Isabelle est devenue un personnage absolument incontournable et central de la biologie évolutive française et européenne et même mondiale, puisqu'elle a été vice-présidente de la Société européenne de biologie évolutive en 1995, en 1999 vice-présidente de la Société américaine d'évolution. En 2002, le prix des cartes Huygens de l'ambassade des... C'était un truc extraordinaire quand même, on lui donne de l'argent et on lui dit voilà, avec cet argent, vous allez quand vous voulez, en Hollande, dans n'importe quelle fac, ils doivent vous donner un bureau, ils vous installent, ils vous filent un ordinateur et tout ce qu'on vous demande, c'est d'aller discuter avec les chercheurs. C'est pas rien, donc elle a passé pas mal de temps comme ça à aller se promener aux Pays-Bas à l'époque. Médaille d'argent du CNRS, présidente de la Société européenne d'évolution, nommée à l'IUF, et puis Grand Prix de la Société française d'écologie en 2012. Voilà, et ensuite dans des comités de l'ERC, de l'EMBO. Bon, je pense que l'EMBO en était fier, et à juste titre, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'évolution et qui n'ont jamais fait de molécules eux-mêmes qui ont pu se retrouver là-dedans. Je pense que c'est lié justement à sa très très grande aptitude à échanger avec des gens différents. Et donc, je voudrais terminer en disant que, voilà, pour moi aujourd'hui, on fête ce qu'Isabelle a fait. Pour moi, ça doit être une journée gay. Isabelle a beaucoup fait pour notre communauté. Et je pense que c'est une chance qu'on l'ait eue. Et l'image qu'on va en garder, je pense que c'est quelqu'un de très important. Moi, quand je suis allé en Afrique pour la première fois, je me souviens que le collègue qui m'a invité m'a dit c'est pas de chance, c'est pas la bonne saison pour aller. J'aurais voulu te montrer des funérailles. Je lui ai dit bon, je croyais que ça pouvait arriver n'importe quand dans l'année. Et non, effectivement, parce que chez eux, les funérailles, ce n'est pas le moment où les individus meurent, c'est le moment où on les fait accéder au royaume des ancêtres. Et c'est un jour gai. Et je pense que c'est ça que j'espère qu'on va faire aujourd'hui. Isabelle a été un élément merveilleux dans notre science et dans notre vie, et je suis très très heureux qu'on soit tous là pour la fêter. Merci.